Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast d'Amarante International, les rencontres de l'Indo-Pacifique. Après l'Asie de l'Est et le golfe arabo-persique, nous allons nous arrêter aujourd'hui en Asie du Sud, région pivot de l'espace Indo-Pacifique dominée par l'Inde. Et pour nous en parler, nous accueillons aujourd'hui le chercheur Xavier Houdois. Bonjour Xavier. Bonjour Vincent-Adrien. Alors, Xavier Houdois est géographe. Il s'intéresse au rapport entre l'Inde et son environnement régional, en particulier aux dynamiques transfrontalières qui marquent les relations indo-birmanes. Il est membre du programme Asie du Sud de Noria Research, a enseigné au campus Asie de Sciences Po au Havre et a été coordinateur adjoint d'un observatoire de l'Asie du Sud de 2018 à 2021. La thèse qu'il prépare auprès de l'Université Paris 8 analyse les modalités d'implantation de l'État dans les régions du nord-est de l'Inde. Dans cet espace frontalier de la Chine, du Myanmar, du Bangladesh et du Bhoutan, des mouvements contestent leur attachement à l'Inde depuis son indépendance en 1947. En conséquence, New Delhi a d'abord investi la région à travers un prisme sécuritaire, puis, à partir des années 2000, par le biais de politiques dites de développement, qui participent en réalité à reproduire des logiques anciennes de cooptation de certaines élites tribales d'une part, et de marginalisation sociale et politique d'autre part. Alors, Xavier, quelle est, selon vous, la place que se voit jouer l'Asie du Sud dans le vaste ensemble indo-pacifique? Ne recèle-t-elle pas des contradictions et des ambiguïtés? Et dans cet ensemble, comment l'Inde perçoit-elle sa position de puissance régionale? Oui, alors bien sûr, merci pour cette question. D'ailleurs, j'en profite pour situer rapidement mon propos, parce que la région Asie du Sud, donc cet ensemble régional qui comprend des pays comme le Pakistan, l'Inde, le Bangladesh, que l'on connaît plutôt bien, mais également le Myanmar, des petits États himalayens tels que le Népal, le Bhoutan, et également des États insulaires tels que Maldives ou le Sri Lanka. C'est un ensemble régional que l'on connaît en réalité assez mal ou assez peu en France, où l'on est beaucoup plus familier d'appellations telles que l'Asie du Sud-Est, l'Asie de l'Est, que l'on identifie beaucoup plus clairement. Et donc, c'est cet ensemble qui, d'un point de vue spatial, en réalité, comprend un certain nombre d'États qui bordent l'océan Indien, donc qui bordent une partie importante de ce qu'on appelle l'espace Indo-Pacifique, qui, d'un point de vue historique, est marqué par un héritage colonial commun qui est celui de l'Empire britannique, donc ce qu'on appelait l'Empire des Indes, les États actuels de l'Inde, bien sûr, mais également du Pakistan, du Bangladesh, une grande partie du Myanmar actuel. Et en fait, la place que l'Asie du Sud occupe au sein de cet ensemble stratégique indo-pacifique est assez particulière. Elle est globalement dans l'ensemble assez modeste en partie, malgré cette présence sur le littoral de l'océan Indien. Par exemple, un élément de comparaison par rapport à ce que évoquait Emmanuel Véron dans l'épisode 2 de cette série de podcasts, évoquait à quel point est-ce que dans l'Asie de l'Est, nous avons une région, un ensemble géographique très fortement intégré. C'est très différent dans le cadre de l'Asie du Sud, où nous avons en réalité des États comme l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, qui ont un poids démographique et économique extrêmement important. Donc une différence de taille, à la fois en termes de territoire, en termes de démographie et de puissance économique. Et nous avons en réalité une région très faiblement intégrée, que ce soit en termes de flux commerciaux, d'échanges économiques, pour une raison assez simple, c'est ce déséquilibre entre les économies, et puis qui est aussi très faiblement intégrée d'un point de vue politique, parce que historiquement miné par la très forte rivalité indo-pakistanaise sur laquelle nous aurons sans doute l'occasion de revenir.
Et puis, de plus en plus, ces dernières années, une rivalité, pour le coup, beaucoup plus régionale, qui est marquée par l'implantation croissante de la Chine et l'acquisition de relais régionaux au sein de l'Asie du Sud. Donc, par exemple, l'image la plus parlante de ce manque d'intégration à la fois économique et politique, c'est le rôle de l'organisation régionale qui a été mise en place il y a déjà plusieurs décennies, la SARC, donc South Asian Association for Regional Cooperation, qui, malgré des tentatives ponctuelles de relance par moments selon les agendas politiques des États, demeure en grande partie une coquille vide, est en partie vidée de son sens. Il y a très peu, en réalité, de sommets qui sont organisés, il y a très peu de décisions qui y sont prises, et donc elle incarne en grande partie cette absence de d'intégration économique et politique. Après, la conséquence, quelque part directe, d'une absence d'approche régionale à l'échelle de l'Asie du Sud dans la sphère Indo-Pacifique, c'est le rôle prééminent que joue l'Inde, l'Union indienne officiellement, dans la zone. L'Inde est une puissance régionale confirmée aujourd'hui. Elle a un poids écrasant à l'échelle de la région. Elle se considère elle-même comme une puissance de tout premier plan dans cet ensemble Indo-Pacifique, déjà dont les contours et la dénomination Indo donc, font référence en grande partie à l'océan Indien, que l'Inde considère historiquement comme son précaré, comme sa zone d'influence et de projection exclusive. Il faut savoir que, d'un point de vue strictement géographique, le territoire indien s'étend quand même aussi au sein de l'océan Indien, non seulement par la forme péninsulaire, mais aussi par les archipels des Andaman et Nicobar qui sont au centre du golfe du Bengale et à l'ouest par les îles Lakdiv, par exemple. Donc déjà, il y a ce territoire insulaire rattaché à l'Inde. Il faut savoir que malgré l'importance que l'Inde s'octroie dans cette zone et la puissance exclusive qu'elle souhaite exercer au sein de l'océan Indien, cela n'a pas toujours été le cas. En réalité, historiquement, l'Inde a vu l'Empire britannique donc développer une série de comptoirs maritimes et donc développer ces liens océaniques assez rapidement. Les grands comptoirs tels que Calcutta, Bombay, etc. étaient en fait les points d'exportation d'une grande partie des marchandises que les Britanniques acheminaient vers la métropole, que ce soit du textile, le thé, des épices, etc. À l'indépendance en 1947, la stratégie de développement indienne a été beaucoup plus continentale. Donc il y a eu une forme de repli sur l'aspect continental. On a délaissé en fait l'importance et le dynamisme de certaines interfaces maritimes, à l'image de par exemple des plans quinquennaux sous l'ère Nehru dans les années 50 qui visaient à industrialiser massivement l'Inde. On a aussi l'exemple que l'on connaît assez bien ici de la révolution verte dans les zones appelées le grenier à blé indien tel que le Pendjab. Donc en fait, on délaisse cette façade maritime et donc ce rôle de puissance océanique. Et on y revient en réalité beaucoup plus récemment, de façon assez subtile au cours des années 80 et de façon beaucoup plus affirmée au cours de la décennie suivante, donc les années 90 et début des années 2000, au fur et à mesure que l'Inde entame une discrète dans un premier temps, beaucoup plus affirmée dans un second temps, libéralisation économique. Cette libéralisation économique se traduit par une ouverture progressive au monde que l'Inde conçoit de plus en plus aussi dans une dimension maritime, commerciale. Et à partir de là, en fait, on a ce retour d'importance des interfaces océaniques avec à la fois une géographie des échanges commerciaux et donc la sécurisation des principaux points de passage des grandes routes commerciales qui traversent l'océan Indien, et puis une géographie en fait de la diaspora indienne qui pour le coup elle se situe sur une grande partie dans les États qui bordent l'océan Indien. Je parle là par exemple des États insulaires que sont les Maldives en partie, mais surtout l'île Maurice, la Réunion,
et puis jusqu'aux États du Golfe, bien évidemment, et les populations d'origine indienne, alors souvent de deuxième ou troisième génération, qui vivent dans les États de l'Est de l'Afrique, notamment Kenya et Tanzanie. Et donc l'Inde s'est progressivement octroyé ce rôle de pouvoir protéger ces diasporas-là, parce qu'elles représentent un enjeu crucial en termes de développement économique dans l'envoi de fonds, de transfert de fonds aux familles, aux proches restés au pays. Et donc, c'est une véritable manne économique et financière. Donc voilà un peu pour comment est-ce que l'Inde conçoit son propre rôle au sein de cet espace Indo-Pacifique. Et donc, dans cette puissance, elle est à la fois démographique, comme je l'ai déjà évoqué, économique également, parce que l'Inde connaît une croissance instable à certains égards, mais tout de même affirmée depuis une vingtaine d'années, à la différence des autres pays de la région, et notamment des autres États assez importants que sont le Pakistan et le Bangladesh, qui, eux, connaissent une instabilité économique et sociale extrêmement forte. Donc, une puissance démographique, une puissance économique, une puissance militaire, évidemment. L'Inde est, selon les années, le troisième ou le quatrième État acheteur d'équipements militaires. Elle lance un programme de modernisation de ses forces armées et notamment de sa marine depuis une quinzaine d'années. Et tout cela se double d'un programme d'indigénisation industrielle lancé par l'actuel Premier ministre, Narendra Modi, dénommé le Make in India, et dont on a eu récemment, en septembre 2022, par exemple, l'un des aboutissements qui a été la mise en service du premier porte-avions indien, le INS Vikrant, de production, de fabrication indienne. Et justement, en tant que pays moteur de l'Asie du Sud, l'Inde est évidemment tout à fait étudiée ou observée par les chercheurs et la communauté internationale, qui justement a été, dont l'attention a été attirée dans les 2 dernières années par un phénomène qui est le regain de nationalisme s'accompagnant bien souvent de violences communautaires et qui semble être favorisé par le parti du Premier ministre Modi, le BJP. Et comment évaluez-vous la stabilité indienne à court terme? Y a-t-il des éléments qui peuvent mettre en péril les fondements finalement de l'Union indienne? Alors, c'est une réponse tranchée serait difficile à donner, surtout sur la stabilité intérieure à court terme. En revanche, ce qu'on constate aujourd'hui, effectivement, c'est une montée du nationalisme indien, une montée aussi des tensions économiques et sociales internes. C'est en grande partie un phénomène que l'on constate depuis l'arrivée au pouvoir du Premier ministre actuel, Narendra Modi, et donc de la formation nationaliste hindou du Bharatiya Janata Party, le BJP, comme vous l'avez dit, en 2014. Il faut néanmoins distinguer 2 périodes, je crois. L'arrivée au pouvoir de Narendra Modi en 2014 se fait en grande partie grâce à un discours prônant le besoin d'accélérer le développement économique de l'Inde et notamment d'accélérer en partie une tertiarisation et une libéralisation de l'économie. C'était l'un des slogans phares de cette campagne-là, c'était moins de gouvernement pour une meilleure gouvernance. Ceci dit, on a constaté assez rapidement que ce discours prônant le développement économique était une sorte de vernis qui a très bien fonctionné d'un point de vue électoral, car le cœur de l'électorat de Narendra Modi était à ce moment-là les classes moyennes vivant en milieu urbain. Mais en revanche, on a constaté très rapidement l'exacerbation de certaines tensions, de certains clivages communautaires, religieux, qui prouvaient à quel point est-ce que derrière cette façade du développement économique, en réalité, le gouvernement
Narendra Modi était dans la droite lignée d'une idéologie nationaliste hindoue visant, pour le dire en 2 mots, à restituer l'Inde à ceux qu'il considère être ses citoyens légitimes, à savoir les citoyens de religion hindoue. Le fait est que si l'on essaye de tirer le bilan du premier mandat de Narendra Modi, donc en 2019, les résultats économiques se font attendre, les réformes économiques ne sont que partiellement menées et surtout ne mènent pas aux résultats escomptés, ce qui crée une certaine déception de son électorat central. Et par conséquent, on a en fait un tournant très radical qui se percevait déjà à l'échelle locale, dans certains États fédérés, etc. Mais là, qui s'observe de façon très nette, donc à l'échelle nationale, un tournant vers un discours nationaliste, prônant alors en termes de politique étrangère l'intransigeance envers le Pakistan et la Chine, mais également sur le plan domestique, visant de plus en plus la marginalisation et la vulnérabilisation des minorités religieuses et, en premier lieu, de la minorité musulmane qui représente quand même en Inde un peu plus de 200 millions d'habitants, qui est la plus grande minorité religieuse et qui représente à peu près 16% de la population indienne. À partir de là, le deuxième mandat de Modi se fait de façon beaucoup plus ouverte sur une ligne nationaliste. Donc on observe une réduction drastique des libertés fondamentales au cours de ce second mandat Narendra Modi, par les perquisitions à répétition envers les derniers bastions d'une presse et d'un média, d'organes d'information libres, à l'image de ce que peut être par exemple le média en ligne de Wire. C'est un phénomène extrêmement parlant dans le cas de l'Inde, qui quand même s'est construite sur des bases pluralistes, démocratiques, de même façon que l'on voit par exemple aujourd'hui comment est-ce que l'Inde verrouille de plus en plus l'accès à Internet, aux réseaux sociaux. L'Inde détient le record ces dernières années du nombre d'interruptions délibérées d'Internet. En 2021, je crois que le nombre était d'environ 106 interruptions délibérées d'Internet. Donc on voit une réduction drastique au fur et à mesure de cet espace de contestation qui a toujours été une caractéristique majeure de la politique indienne. Donc il y a fort à croire que cette stabilité interne est en partie menacée d'un point de vue social. Le problème étant qu'en fait, sur le plan politique, le parti au pouvoir, le BJP, conserve une assise très solide, très confortable, à la fois sur le plan fédéral, sur le plan national, à la fois dans les différents États fédérés où il a remporté un certain nombre d'élections fédérées donc, depuis l'arrivée au pouvoir de Narendra Modi en 2014, à l'exception d'une extrémité sud de l'Inde, les États du Tamil Nadu et du Kerala. Le problème aujourd'hui, c'est que pour répondre à cette question, il faudrait qu'il y ait une véritable opposition politique. Or, celle-ci, qui a été longtemps incarnée par le Parti du Congrès, donc de la dynastie Gandhi, Nehru, le Parti du Congrès aujourd'hui est dans un état délétère. Tous les 5 ans, à chaque mandat, à chaque nouvelle échéance électorale, il est question de le reconstruire, de lui redonner un nouveau souffle, de modifier sa stratégie, que ce soit en y allant seul ou en constituant des grandes alliances qui d'ailleurs sont de plus en plus vastes pour essayer de contrer le parti au pouvoir sans qu'il y ait aucun élément programmatique. Et puis surtout, le Parti du Congrès a fait l'erreur, à mon sens, de se plier en partie au discours nationaliste hindou majoritaire en prônant en fait un discours de l'hindutva modéré. Et donc, perdant de ce fait le créneau séculier qu'il occupait jusque-là. Donc il n'y a aujourd'hui pas de véritable opposition politique au parti au pouvoir, du moins à l'échelle du pays. Les prochaines échéances électorales sont au printemps 2024. Il reste à voir qui, du côté du parti au pouvoir, pourrait être candidat et si ce candidat continuera à jouer la carte du nationalisme,
qui semble à mains égards épuisé, mais on le voit mal comment est-ce qu'un discours social pourrait réémerger dans un contexte aussi clivé politiquement et socialement. Et donc aujourd'hui, de plus en plus, la contestation, la déstabilisation en quelque sorte, vient de mouvements sociaux comme on a pu les connaître entre septembre 2020 à peu près l'hiver 2021, de grands mouvements de contestation des fermiers du Pendjab, par exemple, qui ont protesté massivement contre des mesures de libéralisation des prix des denrées, des récoltes agricoles, et qui réclamaient en fait le maintien d'un système de distribution publique subventionné par l'État qui leur permettait d'avoir la garantie de prix plancher auquel ils vendraient leurs marchandises. Et cette mobilisation a été extrêmement massive. Ils sont parvenus à bloquer une grande partie des accès de la capitale New Delhi pendant de nombreux mois, y compris pendant des périodes de confinement, de pandémie mondiale. Et le message a été envoyé. Il reste à voir s'il y a une force politique majeure qui est capable de capter ce mécontentement social croissant. Merci Xavier pour cet éclairage de politique intérieure. Je vous propose maintenant de passer aux relations extérieures de deux des grandes nations de l'Asie du Sud, l'Inde on l'a vu, mais aussi le Pakistan, qui ont notamment pour caractéristique d'être des puissances nucléaires toutes les deux, et d'être finalement deux acteurs d'un conflit que je qualifierais de conflit gelé, mais est-ce bien juste d'ailleurs de le qualifier ainsi ? Et justement, cette situation, ce conflit, peut-il se réchauffer à court terme ? Alors là encore, difficile de le dire. On peut néanmoins analyser les derniers éléments qui ont caractérisé la très forte rivalité et les tensions extrêmement endurantes entre les deux voisins que sont l'Inde et le Pakistan. Je rappelle peut-être quand même que les deux États sont non seulement voisins, mais ils faisaient partie de ce qu'on appelait l'Inde britannique, et donc ils sont tous les deux accédés à l'indépendance en 1947, mais au prix d'une partition sanglante. Le Pakistan, d'une part, se construisant comme une république islamique, et l'Inde comme une république laïque, enfin séculière en réalité, donc acceptant et accordant une place à l'ensemble de ces minorités religieuses. Et ces deux États ont très rapidement été opposés. Ils ont connu 4 conflits ouverts, 4 guerres, entre 1947 et 1999, la dernière en date. Et 3 de ces conflits ont porté sur la souveraineté et le contrôle de la zone du Cachemire, que l'Inde et le Pakistan se disputent suite du coup à une question de souveraineté nationale non réglée au moment de leur accès à l'indépendance. Et donc, est-ce que vous voyez à court terme des possibilités pour qu'il y ait un cinquième conflit ? Est-ce que de manière sporadique, il y a des montées de tension ? Je sais par exemple que il y a des tirs d'artillerie assez régulières dans une zone himalayenne, mais est-ce qu'à part ces démonstrations finalement de souveraineté, est-ce qu'il peut y avoir un danger d'une crise majeure dans cette zone ? Alors oui, c'est à voir. En fait, on peut effectivement qualifier le conflit indo-pakistanais de conflit gelé ou conflit larvé. Il reste une conflictualité extrêmement forte entre les deux États. Il y a effectivement des violations répétées et en grand nombre du cessez-le-feu signé par les deux États. Les deux pays s'accusent mutuellement et en continu d'infractions territoriales. Ceci dit, en réalité, ces violations de cessez-le-feu font partie pratiquement du quotidien de ce qu'on appelle la ligne de contrôle, line of control en anglais, qui est en fait une partie de la frontière indo-pakistanaise fixée lors du cessez-le-feu de 1949 par l'Organisation des Nations Unies, au terme de la Première Guerre
entre ces deux voisins. Au-delà, ce qui aujourd'hui paraît beaucoup plus sensible dans la relation indo-pakistanaise, c'est d'une part la question du Cachemire, qui reste centrale dans les tensions entre les deux États. New Delhi et Islamabad ont vu leurs relations diplomatiques se détériorer, notablement à partir de 2019, au moment où l'Inde décide d'abroger l'article 370 de sa constitution, qui en fait conférait un statut spécial à la région du Cachemire, qui s'accompagnait dans les faits d'une marge d'autonomie politique plus importante que le reste des États de sa fédération. Et le Pakistan, à l'époque dirigé par Imran Khan, a eu une réaction extrêmement virulente, y voyant une tentative d'annexion, une tentative d'aller à l'encontre du droit du peuple cachemiri, et donc demandant d'ailleurs une résolution, une relance de la discussion au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, ce que l'Inde a très mal pris. Donc aujourd'hui, Islamabad ne dispose plus que d'un chargé d'affaires à New Delhi, et les relations sont jusqu'à présent extrêmement faibles. Ceci dit, on a eu la surprise en décembre 2022 d'apprendre que le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a fait l'annonce lors d'une visite dans les Émirats arabes unis. Il a annoncé sa volonté de pouvoir rouvrir les négociations, les pourparlers de paix avec l'Inde. Alors, il faut la comprendre. D'une part, il a fait cette déclaration auprès d'une chaîne télévisée du Golfe. Son bureau de communication a en partie reprécisé les termes auprès des médias nationaux pakistanais. Mais il faut la situer surtout dans un contexte où le Pakistan connaît une crise économique extrêmement grave, ultérieurement d'ailleurs aggravée par les inondations meurtrières de l'année dernière. Et Shehbaz Sharif, en fait, demande la réouverture des pourparlers de paix avec l'Inde, notamment dans l'espoir de pouvoir voir les relations commerciales entre les deux États se rouvrir. Le Pakistan nécessite très fortement l'envoi de denrées alimentaires et d'un certain nombre de produits industriels, car lui-même fait face à la réduction de l'aide au développement de la part des États-Unis, qui a été entamée sous le mandat Trump et qui se poursuit sous l'administration Biden, et le fait que la très bonne entente que le Pakistan entretient avec la Chine se voit en fait ces dernières années réduire au fur et à mesure que la Chine est confrontée à une période de perte de dynamisme dans sa croissance économique, et surtout toute la séquence de la pandémie mondiale. Il faut aussi évoquer les autres pays de l'Asie du Sud qui peuvent vivre plus ou moins à l'ombre de grands parrains. Je pense au Sri Lanka et à son année terrible sur le plan économique, qui est, dit-on, tombé dans le piège de la dette chinoise en marge des nouvelles routes de la soie. Je pense aussi au Bangladesh, qui est en proie aussi à de grandes difficultés économiques. Donc, comment finalement ces pays tirent-ils leur épingle du jeu entre ces grandes masses, les deux pays continents, Chine et Inde, le Pakistan, l'influence américaine. Donc, comment c'est Bangladesh et Sri Lanka? Vous avez aussi évoqué des pays insulaires. Donc, comment se placent-ils, eux, au milieu de ces grands enjeux? Alors, effectivement, il y a d'une part le fait que, pour revenir à l'échelle régionale de l'Asie du Sud, cet enjeu primordial qui est devenu l'espace Indo-Pacifique suscite un certain nombre d'intérêts de la part des autres États de la zone, notamment dans l'espoir de pouvoir y affirmer une certaine puissance, que ceci soit militaire ou surtout économique. Si l'on s'arrête sur le cas du Bangladesh tout d'abord, on voit que le Bangladesh connaît depuis un certain nombre d'années une implantation croissante des intérêts chinois. Le Bangladesh acquiert massivement du matériel militaire
en provenance de Chine. Néanmoins, le Bangladesh est parvenu jusqu'à présent à rassurer l'Inde en approfondissant la relation privilégiée que Inde et Bangladesh maintiennent sur le plan économique et commercial. Donc, il y a surtout le fait que le Bangladesh est dirigé par le parti de la Ligue Awami et la première ministre Sheikh Hasina mène une politique qui globalement reste plutôt pro-indienne. Et donc l'Inde profite à son tour de la présence d'un gouvernement ami, pour ainsi dire, et de la perte de puissance du Bangladesh National Party, qui lui est traditionnellement beaucoup plus hostile. Donc le Bangladesh parvient, tant bien que mal, à tirer son épingle du jeu en jouant une sorte d'équilibre entre la Chine et l'Inde, sachant que si, au-delà de l'aspect géopolitique régional, si on s'intéresse aux dynamiques domestiques internes au Bangladesh, on constate que pour se maintenir au pouvoir dans un contexte de crise économique et de tensions politiques et sociales de plus en plus fortes, la première ministre, donc Sheikh Hasina, et de manière générale la Ligue Awami, a eu besoin de s'assurer du soutien de son establishment militaire. Et pour ce faire, la Ligue Awami a initié un programme massif de modernisation des forces armées bangladeshis, et en particulier de la marine, pour s'assurer du soutien de la hiérarchie militaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, le Bangladesh se dote progressivement d'une capacité de projection dans le golfe du Bengale, donc dans l'océan Indien, afin de pouvoir sécuriser ses accès maritimes et une grande partie de cette zone du golfe du Bengale. Du côté du Sri Lanka, la situation est quelque peu différente. On a vu en fait le Sri Lanka se tourner après la fin de la guerre civile de façon assez notable du côté de la Chine. C'était notamment grâce à ce rapprochement avec la Chine que le président à cette époque-là, Mahinda Rajapakse, envisageait de mettre en œuvre son agenda de développement économique et de reconstruction du pays après la guerre civile qui l'avait ravagé. Donc on a vu à ce moment-là un début de rapprochement, de coopération économique et puis surtout des investissements croissants en provenance de la Chine pour la construction d'infrastructures routières, ferroviaires et de façon encore plus notable portuaire, par exemple avec le port d'Hambantota au sud-est du Sri Lanka, qui fait partie depuis de cette architecture régionale et de ce projet d'expansion à la fois économique, politique et militaire chinoise que l'on appelle les nouvelles routes de la soie. Ceci dit, suite au mandat Rajapakse, on a eu un président sri-lankais, Sirisena, qui a souhaité rétablir une sorte d'équilibre entre les deux poids lourds de la région, à savoir l'Inde et la Chine. Alors, il y a réussi de façon très partielle. C'était surtout des déclarations d'intérêt, un rapprochement sur le plan diplomatique avec l'Inde, mais sans jamais remettre en cause les intérêts chinois sur l'île, qui pour le coup font l'objet d'une certaine contestation d'un point local, mais cette contestation est en réalité réprimée de façon de plus en plus violente par le pouvoir sri-lankais, et le retour de la famille Rajapakse dans un premier temps, et ensuite le maintien au pouvoir d'un proche finalement de cette famille, Rajapakse, n'a fait qu'accentuer cette répression contre tous les critiques du pouvoir, et en l'occurrence de ce rapprochement, cette relation très forte que le Sri Lanka entretient avec la Chine. Eh bien, je vous remercie, Xavier, pour ce panorama qui nous a permis de mieux appréhender cet ensemble de l'Asie du Sud qui, vous l'avez dit en début d'entretien, est des fois perçu de manière un petit peu imprécise.
et donc, et d'autant plus de réussir à le placer dans l'ensemble Indo-Pacifique. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous demander maintenant quelques suggestions permettant à nos auditeurs qui le veulent, qui le souhaitent, de se familiariser avec la culture de la région. Et on a l'habitude, avec les invités de ce podcast, de leur demander ce qu'ils ont aimé en termes de musique, film ou autre. Donc voilà, nous vous écoutons pour ces suggestions. Bien sûr. Alors, tout d'abord, j'aimerais commencer par un ouvrage qui est paru l'année dernière, en 2022, dans sa version traduite française. Il s'intitule « Le livre de la jungle surgée ». Il était donc rédigé par une anthropologue britannique qui s'appelle Alpa Shah. Et en fait, le livre de la jungle insurgée, c'est un ouvrage absolument exceptionnel et passionnant, à la fois parce qu'il mêle une approche très académique, avec des questions très centrales dans des sciences sociales et des sciences humaines, et en même temps, il les articule à un récit absolument passionnant, qui est la marche menée par cette anthropologue, qui a intégré un bataillon de la guérilla naxalite et qui parcourt pendant une dizaine de jours les zones de collines et de forêts tropicales très denses du centre de l'Inde. Et donc on la voit non seulement suivre ce bataillon, mais en plus effectuer un certain nombre d'entretiens, en fait, avec certains acteurs sur des questions allant à la fois des modalités de la lutte, des raisons de l'engagement, de la difficulté à, par exemple, parler aux nouvelles générations, mais également aborder des questions de genre, par exemple. Donc c'est un récit absolument palpitant, à la croisée entre un ouvrage de sciences sociales et un roman. Voilà pour l'ouvrage. Bien. En termes de films, par exemple, alors là, c'est un choix qui est un peu moins récent. C'est Haider, qui est paru en 2014. C'est un film du réalisateur indien Vishal Bhardwaj, et qui est en fait le dernier opus d'une trilogie. C'est un réalisateur qui se base sur les grandes pièces shakespeariennes, et Haider s'inspire en fait directement de l'histoire d'Hamlet, mais qu'il resitue dans le contexte du Cachemire des années 90, au moment où en fait le conflit est à son apogée, et il a l'avantage, ce film, de montrer comment est-ce que la dimension géopolitique du Cachemire, qui est en grande partie réductrice quand on la voit et quand on la vit sur le terrain, à savoir une grande partie de la population cachemiri ne se pose plus tant la question de savoir si elle souhaite être rattachée à l'Inde ou au Pakistan. Elle conteste surtout, et elle vit très difficilement, le déploiement d'un appareil sécuritaire extrêmement important et d'une répression draconienne. Vous avez également une suggestion de musique à nous proposer. Oui, alors tout à fait. Pour le coup, j'ai choisi là aussi un morceau qui est sorti en 2014, intitulé This is Park Circus, du groupe quasi éponyme Park Circus. Je l'ai choisi pour plusieurs raisons. La première, c'est de montrer en fait à quel point aujourd'hui la musique indienne est plurielle. Là, on est sur un morceau qui se situe en termes de style musical à la croisée entre le rock, le hip-hop et un peu de punk. Donc on n'est pas du tout sur de la musique Bollywood ou de la musique traditionnelle avec du sitar, choses comme ça. Et d'autre part, c'est un morceau dont les paroles, qui sont donc à moitié en anglais, à moitié en hindi, montrent, à mon sens, le désarroi d'une partie de la jeunesse indienne qui ne se reconnaît pas du tout dans les discours visant de plus en plus à exacerber des clivages, qu'ils soient religieux ou communautaires au sens large.
Eh bien, merci Xavier pour ces suggestions culturelles. Je vous remercie pour avoir accepté de participer à notre podcast. Et je dis à nos auditeurs à très bientôt pour un nouvel épisode des Rencontres Indo-Pacifiques avec Amarante International.